Sans sécurité, sans école, sans justice, il n'y a pas de paix durable. C'est entendu comme c'est là, d'Ouvira à Bunagana, ou c'est l'inverse, de Bunagana à Uvira, c'est un désastre. C'est le malheur qui a frappé la République démocratique du Congo. La guerre a fait un désastre indescriptible, il est innommable. Il faudrait que nous gardions en mémoire ce qui est arrivé pour que ça ne se reproduise pas, mais aussi pour garder ce cordon ombilical avec ces populations qui souffrent. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Les journées de mémoire, c'est cette succession des panels que nous organisons pour garder justement ce cordon ombilical. Ce panel, il est autour des conséquences humanitaires, justice et éducation pour les victimes. Et pour ce panel, nous avons 4 invités. La première est à ma droite, c'est son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Eve Bazaïba. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Et à ma gauche, c'est aussi une ministre d'État, Raïssa Malou. Elle est en charge de l'éducation nationale. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. À mon extrême droite, Madame Nelly Lumbulumbu, qui est avocate. Elle est de la société civile. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et à mon extrême gauche, Docteur De Joseph Kakisingi, qui est du CONAFOD. Je ne me suis pas trompé, docteur. Bonsoir. C'est avec ces 4 personnalités que nous allons aborder cette question dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons de la question humanitaire, nous parlerons de l'école, nous parlerons de violences sexuelles avec ces personnalités. Nous entrerons en profondeur. Vous avez le temps de le découvrir au cours de ce panel. La première question, je vais la poser à Madame Lumbulumbu, Nelly. Quand vous regardez l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui, de Bunagana à Uvira, un désastre certain, déplacement de population, des questions humanitaires qui se posent avec acuité. Comment vous décrivez cette situation d'emblée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous m'accordez et surtout cette opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger avec leurs excellences. C'est aussi un signe de respect que je voulais dire. Merci beaucoup, Excellence, pour votre participation à cette émission. Les panels, aujourd'hui, il est très important parce qu'en fait, dans ces panels, nous allons débattre de toutes ces questions liées à la crise humanitaire à l'est de la RDC. Je suis déplacée interne. Je sais ce que ça signifie parce que je suis arrivée à Kinshasa au mois de janvier avec mon collègue Kakisingi. Je suis de la plateforme, parce que vous n'avez pas présenté ma structure, Sauti ya Mama Mkongomani, la voix de la femme congolaise. Nous sommes basés à l'est de la RDC, mais nous travaillons également à Kinshasa. Alors, quelle est la situation actuellement? À l'est de la RDC, nous savons que depuis la prise de Bunagana jusqu'à Uvira, comme vous le dites, la situation humanitaire est chaotique. Il faut le dire comme ça. C'est une situation qui, aujourd'hui, en tout cas, demande à beaucoup plus de responsabilités. Beaucoup plus de responsabilités, pourquoi? Parce que non seulement qu'il y a des personnes qui se déplacent nuit et jour, nous avons des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, nous avons des cas d'homicides volontaires et surtout des tueries, des meurtres à l'égard des populations civiles qui ne participent pas, je voulais dire ici, ne participent pas à, à la guerre, donc, comment je dis, à cette situation donc, que nous voyons ici. Nous avons beaucoup de cas d'abus sexuels. Et s'il faudrait que je touche les chiffres, déjà au mois d'avril 2000, à l'époque 2025, le BCNUDH avait, à travers le UNFPA, documenté plus de 10 000 cas de victimes de violences sexuelles. Cela signifie quoi? Ça signifie que dans les 10 000 cas, nous avons des cas qui sont reportés. Ce sont les cas qui sont reportés par des organisations qui travaillent au quotidien au niveau de la base. Mais nous avons des cas qui ne sont pas reportés, des cas non reportés. Et ce sont ces cas-là qui échappent au contrôle,
qui échappent à notre connaissance. Vous allez en fait vous-même déduire ici que la situation est vraiment chaotique. Et c'est des 10 000 cas, nous avons l'absence par moment dans différents centres de santé des kits PEP qu'on appelle des kits de prophylaxie qui aident les victimes à ne pas attraper certaines maladies, mais aussi d'autres formes des IST, ou alors tomber enceinte pendant l'acte. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Nous avons également des cas de la précarité économique aujourd'hui avec des femmes qui, jadis, étaient dans les champs, qui faisaient leurs champs tranquillement, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus parce qu'il y a des champs tout entiers qui sont occupés par des rebelles. Donc, il y a également des retournés parce qu'il y avait des camps de déplacés à Goma. Moi, je travaillais dans les camps de déplacés avec des victimes qui étaient là, des victimes de conflits armés. Mais à cette époque-là, déjà, on parlait de 12 000 personnes. Je parle seulement de 12 000 ménages à l'époque. 12 000 ménages dans un camp de déplacés. Vous imaginez, ça fait combien? Mais toutes ces personnes se sont vues être demandées par force, contraintes de retourner dans leur famille, plutôt dans leur zone d'origine. Mais trouvant leur maison, par moment, des foyers qui sont occupés, des champs occupés, et ça crée encore d'autres conflits, des conflits fonciers au niveau de la base. Donc il y a beaucoup de cas. Si nous pouvons aujourd'hui parler de la situation de manière globale, il faut dire que la crise humanitaire à l'Est de la RDC reste en tout cas très, comment je dirais, donc c'est une crise aujourd'hui qui échappe surtout au niveau international, et nous voulons le dire ici. C'est vrai, nous sommes en train de voir une petite lueur avec tout ce qui se passe à Doha et partout, mais il faut quand même reconnaître que le niveau international devrait se battre pour que cette situation ne puisse continuer à embraser des communautés entières qui sont à l'est de la RDC. Je vous remercie. Oui, merci. Nous allons vous retenir encore un moment, mais Madame la ministre d'État, vous êtes le gouvernement de la République. Ces populations qui se déplacent sont des populations congolaises. Dans votre analyse au plus haut niveau de la République, quels sont les éléments dont vous disposez en ce moment pour parler des zones qui sont les plus touchées et faire plus ou moins un aperçu général du nombre de personnes qui pourraient s'être déplacées à l'occasion de cette guerre atroce? Oui, merci beaucoup. Permettez-moi aussi de saluer une fois de plus cette opportunité. Je pense que le gouvernement continuera à communiquer sur cette tragédie humaine que nous vivons en République démocratique du Congo au vu et au su de toute l'humanité. De prime abord, je salue aussi la présence de tous les co-débatteurs ici, triés par rapport à la réalité. Je voudrais d'abord vous dire que la tragédie humaine, c'est vrai, nous voulons parler de l'année passée, de ce qui est survenu en République démocratique du Congo il y a moins de 2 ans, de Bunagana à Uvira, mais il y a des origines. Il faut toujours épingler que c'est depuis 1994 ou 1994 que la République démocratique du Congo est devenue le théâtre d'affrontement des groupes armés incontrôlés, le théâtre d'agression, le théâtre de la honte même de l'humanité, où 2 armées étrangères se sont battues en l'arme lourde depuis cette période-là et jusqu'à présent, plus de 30 ans, la RDC a connu des problèmes dont elle n'est pas responsable. La responsabilité a commencé d'abord par la bêtise humaine entre Rwandais, parce que la guerre au Rwanda, c'était rwando-rwandaise, n'est-ce pas? Et à cause de ça, la communauté internationale, l'instance la plus élevée de la sécurité du monde, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait obligé, je dis bien obligé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un couloir humanitaire en vue de chercher la paix au Rwanda, n'est-ce pas? Et
ces couloirs humanitaires est aujourd'hui l'épine sous les pieds de la RDC. En Swahili, je dirais mieux mufupa ya kafeke kushingu, c'est-à-dire l'arrêt de poisson chat qui est bloqué à la gorge, que je ne parviens pas à refaire sortir. C'est depuis là que nous pouvons commencer à parler de la situation de la RDC. Évidemment, il y a des vagues, étape par étape. Parce que c'est à partir de ces causes que nous allons établir les responsabilités. On donne l'impression dans l'humanité que la RDC ne parvient pas à gérer son pays à l'est du pays. La RDC ne parvient pas à sécuriser sa population et on ne dit jamais assez que la RDC a subi une situation qui a été provoquée d'abord par un pays et par la communauté internationale qui a voulu que la RDC porte aujourd'hui les poids. C'est à partir de ce genre de causes que nous allons trouver aussi des solutions pour demander à tout moment à la communauté internationale, vous aviez commencé un programme, vous n'aviez pas tenu compte des effets collatéraux de ces programmes, il n'y a pas eu un retour de ces populations rwandaises venues au Congo, mais il est grand temps, 30 ans après des souffrances, que vous vous impliquez à ne pas toujours rejeter la responsabilité au gouvernement congolais pour dire que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de sécuriser sa population. Ça, vraiment, j'ai voulu que cette affaire soit connue parce que nous parlons ici des mémoires et que nous devons en avoir en mémoire. Il ne faut pas oublier cette étape. Nous enjambions pour parler de Bunagana seulement à Uvira. Alors, maintenant, si nous parlons des événements récents, le gouvernement congolais, en collaboration bien entendu avec les structures, les institutions concernées, internationales avec lesquelles nous collaborons, nous avions procédé à des projections de comment est-ce que humanitairement nous allons prendre en charge la situation des interventions humanitaires. Nous avions prévu, par exemple, en ciblant les cas des personnes les plus vulnérables, 14 900 000 personnes qui sont dans les besoins. 14,9 millions de personnes qui sont dans les besoins, qui seront dans les besoins en 2026. Et que pour ce faire, il nous faut environ aussi à l'équilibre 14 milliards de dollars américains ou son équivalent pour devoir les venir en aide. Là, je n'épingle que les déplacés internes et les retourner. Les venir en aide en termes d'abri, de soins de santé et des kits, si vous voulez, de réinsertion ou de stabilisation des soudures, là où ils vont rentrer chez eux. Et conditionné par le fait que nous allions dans une pente vers la paix. Ces statistiques-là ont été présentées officiellement le 1er décembre. Malheureusement, vers la fin de l'année, pendant que nous étions orientés vers le processus de paix, à la signature de l'accord de Washington, le Rwanda, avec ses supplétifs M23, ont excédé dans la violence en bombardant systématiquement la partie du Sud Kivu. Vous avez la prise d'Uvira. Pendant ce temps, il y a Uvira, Luvungi, Sangé, les autres localités. Et c'est ce qui a provoqué, en plus, aggravé la situation des déplacements massifs des populations et aussi des déplacements au niveau interne ainsi qu'au niveau externe, donc des pays de la région. Et c'est ce qui a augmenté les chiffres. Par exemple, vous avez, en termes de déplacés internes, on est à plus de 6 millions de populations congolaises à l'arrondi qui déambulent les forêts, les savanes, dans des conditions arides, qui souffrent.
et parmi lesquels, plus à l'arrondi, plus de 14, disons, 13 millions, 1 million 300 000 personnes, des femmes qui sont victimes des violences basées sur le genre. Et ça, c'est au niveau interne. C'est vrai que si on prend tous les 6 millions de déplacés, plus de 70%, c'est causé par les récentes situations dont le Rwanda et les M23 sont responsables. Et 16%, c'est des conflits interethniques dus à des conflits fonciers, comme Madame a épinglé, Madame Lumbulumbu a épinglé sur les conflits fonciers, des retournés et aussi les limites, etc. Et 13% de ces personnes, c'est des aléas du changement climatique qu'on appelle les chocs dus aux catastrophes naturelles, éboulement de terre, inondations, ou le feu de brousse, etc. et dans l'ensemble. Et maintenant, à l'extérieur du pays, si je peux parler, là où le gouvernement a palpé du doigt, le Burundi, rien que le Burundi, nous avons plus de 25 000 Congolais qui sont au Burundi actuellement. C'est énorme. Non, 250 non 000, c'est 250 000 de quoi je parlais. 250 000 Congolais à l'arrondi. Et dans ces 250 000 Congolais qui sont parsemés à peu près dans les 7 sites, le seul site des Bousouma a environ 67 à 68 000 Congolais et vous avez environ 52 000 enfants qui sont en rupture scolaire et 2200 enfants non accompagnés qui n'ont même pas de parents, qui ne savent pas et qui ne savent même pas d'où ils viennent. C'est une tragédie humaine où c'est une génération sacrifiée de la République démocratique du Congo. Une situation humanitaire très grave. Vous arrivez en Tanzanie, on est dans environ 87 000 personnes, où vous avez encore 30 000 enfants en rupture scolaire, et ces personnes-là vivent dans des conditions infrahumaines, quand bien même que le pays hôte, Tanzanie ou Burundi, essaye de faire un effort, mais vous êtes informés comme moi que les donateurs au niveau international, notamment les États-Unis, ont arrêté, il n'y a plus de moyens. C'est pourquoi ces pays hôtes qui ont accueilli nos compatriotes ont lancé des cris d'alarme et contre toutes les normes, les standards internationaux qui ne permettent pas à un État, un pays d'aller poursuivre, même que ce soit pour l'aide humanitaire, ses ressortissants qui ont les statuts de réfugiés ou en voie de devenir réfugiés dans un autre pays. Mais nous étions obligés, que ce sont nos compatriotes, et nous avons trouvé des passerelles, des négociations, des accords particuliers entre l'UNHCR, au Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le pays hôte pour que nous puissions intervenir humanitairement. C'est pourquoi, sur instruction du chef de l'État, et la Première ministre a dépêché les membres du gouvernement sur le terrain, dont nous-mêmes, pour aller voir les réalités. Et c'est une catastrophe, une tragédie humaine. Les Congolais doivent garder et les chiffres, et les situations, et les dates en mémoire pour que demain, après-demain, tôt ou tard, justice soit faite, qu'on établisse les responsabilités des pays tels que le Rwanda et tous les autres qui les soutiennent. Si les Congolais aussi, d'origine, sont impliqués dans cette affaire, ils doivent être poursuivis. Parce que sans la justice, sans la reconnaissance de toute cette tragédie, c'est difficile de parler de la paix parce qu'il y a trop de traumatismes. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire à ces jours avec ces genres de mots lourds parfois.
il y a des mots qui manquent pour placer sur les situations que nous vivons, que nous avons vécues du jour le jour. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Le gouvernement est impliqué. Déjà, le fait d'obtenir les chiffres, c'est que le gouvernement est impliqué. Nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de suivre sur tous les fronts, que ce soit les fronts diplomatiques ou autres. Nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales, avec des institutions internationales, mais ce n'est pas une affaire à la responsabilité seule du gouvernement congolais. Quand nous crions à la communauté internationale, ce n'est pas parce que nous sommes faibles ou le gouvernement est incapable, mais parce qu'il y a aussi l'implication de la communauté internationale dans cette affaire. Madame la ministre, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Docteur De Joseph, vous êtes de la société civile. J'ai dit tout à l'heure que vous êtes de CONAFOD. D'abord, c'est quoi CONAFOD? CONAFOD, c'est en fait le Conseil national des forats des ONG humanitaires et développement, qui est une plateforme qui regroupe 546 ONG nationales impliquées dans l'humanitaire et le développement à travers les pays, et qui est donc une coordination de coordination, parce qu'à travers les pays, nous avons 5 sous-coordinations, dont les sièges sont à Bukavu, Goma, Bunia, Kalemi et ici à Kinshasa. Donc c'est une fêtière de tous qui sont impliqués dans l'action humanitaire et dans tout ce qui est comme coordination et système humanitaire à travers le pays. Parce que vous êtes une coordination fêtière, il y a des informations de terrain qui vous parviennent. Traumatisme, violence sexuelle et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous avez comme information de terrain? Ce qu'il faut noter au départ, c'est que nous avons des membres qui sont sur terrain tout le temps, qu'il y ait crise ou pas. Parce que non seulement on est dans l'humanitaire, mais dans le développement, on est toujours avec les communautés et on prend toutes les informations, on accompagne les communautés et nous sommes même la première ligne d'information. Toutes les sources d'information dont l'Excellence a parlé pour la réponse humanitaire, en fait, sont collectées à travers nos membres qui documentent tout, qui prennent les statistiques, qui les remontent et qui les discutent même dans l'ensemble des coordinations humanitaires pour leur donner un sens et un contenu. Et cela étant, donc, si on voit de la crise de Bunagana à Uvira, il faut d'abord noter le contexte, c'est-à-dire, avant cette crise même, il y avait autour de 3,5 millions de déplacés au nord Kivu et au sud Kivu, qui étaient dans des camps déplacés. Et avec l'arrivée de la crise, ces personnes ont été dispersées, comme l'a dit Maître, sans prendre en compte les standards internationaux pour le démantèlement des camps. Et donc, ces personnes-là sont déplacées de manière désordonnée et en se déplaçant, les femmes étant les plus fragiles et les enfants, ils tombaient soit entre les mains des groupes armés, et donc les femmes étaient violées, les enfants mouraient ou attrapaient la malnutrition. Si on regarde les statistiques des 6 derniers mois de 2025, on a noté une hausse de 3 fois plus de taux de violences sexuelles pour le Sud et le Nord Kivu. Donc, ce sont des statistiques qui sont documentées et ont été publiées par les agences des Nations Unies. Et comme on a noté un taux de mortalité pour la malnutrition qui était très élevé jusqu'à 10%, jusqu'à 10 fois plus, pour 3 raisons. Parce qu'on sait que la crise actuelle, nous la qualifions de triple crise, même quadruple crise. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord sécuritaire, parce qu'elle entraîne des déplacements liés à la guerre, comme l'Excellence l'a dit. Et aujourd'hui, on ne sait pas évaluer la quantité exacte de déplacés, parce que, comme vous le savez, il y a des déplacés qui se cachent. Parce qu'être déplacé devient comme une accusation. Si on se déclare déplacé, on estime qu'on accuse certaines personnes qu'il y a des problèmes, alors qu'il faut faire semblant comme si tout va bien, tout le monde se porte très bien. Il y a des violences aujourd'hui, j'en ai parlé une fois. Comme gynécologue, je suis médecin gynécologue à la base, donc on voit des choses dramatiques et traumatisantes. Quand on entend parler de violences sexuelles ou de violences basées sur le genre, on ne sait pas avoir l'idée exacte si on ne l'a jamais vécu. Et ce sont des femmes en fait qui sont prises, pas parce qu'on a envie d'avoir du plaisir, mais parce qu'on veut les détruire mentalement et physiquement. Et ce sont des femmes qu'on détruit avec des bouts de fusil, avec des sticks d'arbres, et quand elles nous arrivent, elles sont totalement détruites. Et quand on le voit, on se dit, est-ce qu'un être humain peut avoir une imagination si sale pour arriver à un tel niveau de destruction? Et là, le grand travail que nous avons, c'est les reconstruire en fait, et essayer de leur donner la reconstruction physique et la reconstruction mentale. Si on va dans le cas de santé mentale, par exemple au Sud Kivu, on a fait une étude l'année passée qui a donné les taux de 147 000 cas de maladies mentales. Donc 5 fois plus. Et ça ne s'exprime pas des suicides, ça n'existait pas avant. Il y a des suicides à Bukavu. Il y a ce qu'on appelle
couramment de folie, mais sont en fait des dépressions. Et tout ça, c'est lié à l'impact de ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la sécurité, il y a 25 millions de personnes en aire d'exécution en besoin de sécurité alimentaire. Et plus de la moitié est liée au déplacement. Donc, parce que les femmes ne savent plus aller au champ, parce qu'en allant au champ, ils croisent des groupes armés et sont violés. Donc, elles restent à la maison. Et le fait de rester à la maison, aujourd'hui, il n'y a pas de circulation au Sud Kivu, au Nord Kivu. Il y avait des échanges entre le Nord Kivu et le Sud Kivu avec les bateaux qui amenaient la nourriture. Les bateaux, la nourriture qui quittait les villes pour aller dans les villages et vice-versa, ça n'existait plus. Donc, même le moyen de nourrir la famille et les enfants, ça devient très difficile. Et quand on sait que dans ces zones-là, ce sont les femmes qui jouent le premier rôle de faire vivre les familles, parce qu'on le sait déjà avec leur dynamisme très important. En ce qui concerne la santé toujours, vous le savez très bien que la plupart des médicaments entrent par les grandes villes et allaient dans le village. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec tout ce qu'il y a comme ligne de front. C'est difficile de traverser la ligne de front et donc d'amener les médicaments, ce qui fait que dans beaucoup de centres médicaux, on est en rupture de médicaments. On fait face maintenant à la recrudescence des cas comme des paludismes. Les diabétiques sont en difficulté, ils ne savent plus avoir de l'insuline. Et on voit de plus en plus des cas de mortalité maternelle pour des cas qui n'étaient plus arrivés depuis longtemps parce qu'on n'a plus accès à des médicaments simples comme l'ocytocine, qui est un médicament qu'on utilise pour prévenir l'hémorragie postpartum. Et on voit des femmes qui recommencent à mourir des hémorragies par manque de ces médicaments-là. Donc, ce sont là les quelques conséquences humanitaires qu'on peut donner de la situation, donc qui se déclinent en 4. D'abord, les déplacements, comme on l'a dit. Ensuite, le manque d'accès aux soins de santé de qualité. Et troisièmement, donc les violences sexuelles, comme madame l'a dit. Et quatrièmement, je crois que c'est la santé mentale. Donc, je crois que j'ai résumé pour un premier temps. Nous allons revenir à vous, docteur. C'est le temps pour nous de nous intéresser à madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. À quoi ressemble l'école aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo? Madame la ministre d'État en charge des questions humanitaires a dit tout à l'heure que parmi les déplacés, à bien la suivre, plus de la moitié sont des enfants. Et certains enfants sont encore en scolarité. Les enseignants sont parmi les déplacés, les écoles. Bref, qu'est-ce que l'école aujourd'hui représente dans la partie est de la République démocratique du Congo, en tout cas la partie occupée par le Rwanda? Je vous remercie. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on insiste sur la particularité et le caractère stratégique du secteur de l'éducation nationale. Il faut savoir que l'éducation nationale, c'est le secteur qui prépare l'avenir. Détruire l'école aujourd'hui pose un problème dans l'instant, mais en réalité pose un problème dans le futur. Et c'est ça qu'il faut que toutes les parties, que tout le monde et toutes les communautés aient bien conscience. C'est que nous sommes, de ce point de vue-là, stratégiques, c'est-à-dire que nous ne devrons pas nous rappeler dans 6, dans 12, dans 18 ans, il faudra faire le lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui. En termes de chiffres, évidemment, on peut vous donner la situation. Il faut savoir que le chef de l'État, déjà à partir de 2019, lorsqu'il a pris la décision de généraliser la gratuité de l'enseignement primaire, la volonté, c'était justement d'améliorer le système éducatif. En fait, ce n'est pas tant d'améliorer le système éducatif, mais de donner aux chances aux communautés de pouvoir se développer en assurant que tous les jeunes, tous les enfants puissent rentrer à l'école et acquérir des compétences de base pour qu'ils puissent jouer un rôle positif dans les communautés. Ce qui s'est passé ici récemment vient détruire ce travail qui consistait justement à donner la chance à toutes les communautés de pouvoir que le potentiel de nos enfants puisse s'exprimer, que l'on puisse accélérer le développement sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça qui est détruit avec cette occupation et avec cette guerre. On estime au niveau de notre secteur que l'on a à peu près entre 1000 et 1500 écoles qui sont fermées. Ça représente quand même 17% des établissements au niveau du Nord, Sud Kivu et puis de l'Ituri, parce qu'il faut aussi tenir compte des conséquences au niveau de l'Ituri. On sait que l'on a au moins 520 écoles qui sont directement affectées, c'est-à-dire attaquées, incendiées, détruites ou occupées par ces forces, par les forces d'occupation. Et on a entre 1,6 et 1,8 millions d'enfants qui sont déplacés internes, donc éloignés de leur milieu d'apprentissage. Ici, évidemment, je donne des statistiques,
Mais ce que je voudrais, c'est que derrière ces statistiques, que l'on se rappelle bien qu'on parle d'êtres humains, qu'on parle d'enfants, de filles et de garçons, qu'on parle d'enseignants traumatisés, donc qu'on parle d'une génération qui est profondément marquée, et quand bien même toutes les actions que l'on mettrait classiquement en place dans le cadre du système éducatif n'auront quand même pas la capacité de faire changer ce qu'ils ont vécu dans leur chair. Et ça, c'est un élément vraiment important. Là où nous insistons, c'est que dans les zones qui sont occupées, le droit à l'éducation est aujourd'hui un droit qui est absolument fragilisé, qu'on a ces centaines de milliers d'enfants qui sont déplacés, ces enseignants qui sont affectés et qui font pourtant un travail extraordinaire. Vous l'avez dit et vous l'avez dit dans les camps, on utilise les enseignants qui sont déplacés pour qu'ils puissent assurer l'éducation, et j'aimerais vraiment saluer leur résilience et leur détermination, parce que dans leurs difficultés, ils choisissent quand même de continuer à faire leur métier qu'ils aiment dans des conditions aussi difficiles pour que ces enfants ils puissent continuer à garder l'espoir. Donc toucher l'école, c'est toucher la cohésion sociale, et c'est détruire en fait le futur d'une nation. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est vraiment pour ça que nous devons tous faire en sorte que l'école soit sacralisée et que les enfants soient mis absolument à l'écart de ces conflits, parce que c'est des problèmes à long terme. Et donc nous, au sein de l'éducation nationale, et on travaille en collaboration avec la ministre des Affaires sociales, c'est vrai qu'il y a la problématique de régler les problèmes maintenant, et sans doute qu'on en reviendra plus tard, mais nous projetons dans le futur et nous voyons comment est-ce que nous devons continuer à agir, parce que ce que l'on veut, c'est que l'impact de maintenant soit réduit dans le futur, mais il y aura toujours un impact, et il faut qu'en termes de nation, nous en soyons conscients. Oui, Madame la ministre, il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, les enfants qui sautaient par les fenêtres, ayant appris qu'il y a des recruteurs des groupes armés qui venaient pour les prendre de force et les prendre pour aller se battre. Est-ce que vous pouvez avoir des idées sur combien d'enfants ont été recrutés de force comme ça? Quelles sont les écoles qui ont été visitées comme ça pour prendre les enfants de force et les enrôler dans les forces armées? Alors ça, le travail d'enquête est toujours en cours, pour savoir, évidemment, pour évaluer le nombre d'enfants qui auraient été recrutés et le nombre d'écoles qui auraient été occupées, parce qu'il faut savoir que derrière ça, il y a aussi beaucoup de panique, mais on a effectivement des cas qui sont avérés de jeunes qui ont été recrutés. C'est pour ça qu'on a mis un certain nombre en place de mesures pour protéger les enfants. On a demandé aux parents notamment de garder les enfants d'un certain âge à la maison, qui étaient les plus ciblés, les adolescents notamment, pour éviter qu'ils ne soient récupérés. Et donc, on travaille avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, notamment humanitaires, pour justement protéger ces populations. Mais donc, on est en train de travailler sur avoir vraiment une idée précise du nombre d'enfants qui ont été recrutés, mais on sait que cela a bien été le cas. Nous allons revenir à vous, Madame la ministre. Madame la ministre d'État en charge des questions humanitaires, affaires sociales et solidarité nationale, vous avez été tout récemment au Rwanda, j'allais dire au Burundi et en Tanzanie. Et pour voir ces déplacés, vous parliez tout à l'heure de la situation en général. Qu'est-ce que le gouvernement a entrepris beaucoup plus concrètement quand vous êtes allé sur le terrain? C'était pour répondre à quels besoins? Merci. C'était pour répondre aux besoins humanitaires essentiellement, mais c'est de manière holistique, c'est-à-dire le vice-premier ministre, le ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a participé à plusieurs réunions sur la gestion des réfugiés congolais, comment est-ce que nous allons procéder à leur retour volontaire, et l'accueil sur terrain, comment nous allons les préparer. Mais entre-temps, comme je vous ai dit, en rupture des donations au niveau international, et nous avons apporté des vivres et des non-vivres auprès des réfugiés. Nous avons recueilli aussi des besoins en termes de médicaments que nous avions du reste payés, et l'organisation de l'éducation, comment maintenir les enfants dans une situation où ils ne peuvent pas totalement perdre les lettres, comme la ministre d'État à l'Éducation nationale vous l'a dit. Nous avons des écoles consulaires qui fonctionnent normalement avec le programme congolais, et dans le site même des réfugiés,
Au Burundi, par exemple, il y a sur les 7 sites, 6 sites sont organisés tels que les réfugiés s'organisent à classer les enfants selon les âges pour essayer de donner, de maintenir un peu l'élan d'éducation, mais ce n'est pas évident parce que déjà les salles, on n'en a pas, ce sont des espaces de fortune. Alors, en Tanzanie, en dehors de l'école consulaire à Kigoma, dans la concession, les sites même des réfugiés à Nyarugusu, et c'est là où se trouve le HCR a dû préparer, arranger, construire quelques salles de classe, des bâtiments où il y a 11 salles de classe. C'est aussi des réfugiés congolais, des très jeunes qui sont parfois nés là, parce qu'il faut souligner qu'en Tanzanie, il y a des réfugiés qui ont plus de 20 ans d'existence là-bas, 20 à 25 ans, depuis les différentes vagues. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes dans les mémoires. Nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé. Les premières vagues de réfugiés, c'était en 97, 98 et en 2000 jusqu'en 2002 et aussi les dernières vagues ici de 2025, 2024, 2025. Alors, ces réfugiés s'organisent aussi dans l'éducation. J'en ai parlé avec madame la ministre d'État pour savoir comment est-ce que cette éducation, cette instruction peut être sanctionnée par des documents Oui. et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans les cursus congolais. Ben voilà, c'est ce que le gouvernement a fait et nous poursuivons. Nous poursuivons, on était avec le ministre en charge des Congolais de l'étranger, parce que c'est déjà les Congolais qui sont à l'étranger. Nous étions aussi avec le ministre des Droits humains, dans le cadre des droits humains, droit à l'éducation, droit à la vie, etc. Donc chaque ministère sectoriel concerné est en train d'y travailler. Nous pensons que nous sommes dans l'approche des retours volontaires des tous les réfugiés congolais et la réinsertion de tous les déplacés au niveau interne. Oui, Madame Lamy, c'est aussi un autre problème qui se pose là. Les écoles consulaires sont sursaturées, ils ne peuvent pas recevoir tous ces enfants. Il y a besoin justement qu'ils gardent le rythme d'apprentissage. Ce problème aussi des réévaluations quand ils seront revenus, est-ce que les niveaux qu'ils vont avoir vont correspondre au niveau local? Comment au ministère de l'Éducation vous gérez ce genre de problème? Qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution? On a fait quand même plusieurs mesures. Par exemple, avec l'inspection générale, on a assuré de rendre plus facile l'inscription des enfants lorsqu'ils étaient déplacés, de faciliter leur réinscription dans d'autres écoles. Il faut savoir que le gouvernement a pris en charge les examens d'État. Pour le Nord, Sud, Kivu et l'Ituri, et on va certainement refaire ça également cette année. Et donc, on place, comme l'a dit la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, également des espaces temporaires d'apprentissage, parce qu'il y a des situations où l'enseignement ne peut pas continuer de manière normale. Et donc, on établit ça, on travaille avec l'inspection générale pour mettre en place des programmes adaptés pour ces enfants, de manière à ce qu'ils puissent quand même acquérir les compétences, les savoirs de base minimales, qu'on puisse assurer cela avant de revenir à la normale. Donc il y a plusieurs mesures que prend l'inspection pour faciliter les réinscriptions. On prend en charge l'examen d'État, on met en place des espaces temporaires d'apprentissage. Il faut savoir que l'on a rendu officiel l'enseignement à distance, qui se fait à la fois en ligne ou offline. Ça a été justement rendu officiel et il cible en priorité les zones qui sont occupées. Donc le ministère met en place toute une série d'actions pour faciliter les choses dans ce contexte extrêmement difficile. Et nous voulons que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible pour que ces enfants puissent reprendre leur cursus normal, mais en sachant que l'école, c'est pas juste apprendre, c'est aussi l'état de l'enfant. Et donc, il y a tout le suivi psychosocial qui est important, enfants et enseignants. Les deux ont été traumatisés. Et donc cet aspect-là, pour nous, est également important parce que même s'il s'agit d'apprendre des maths,
quand on est dans certaines conditions mentales difficiles, ça devient compliqué. Et donc, nous devons tenir compte de cet aspect-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le ministère vient de valider sa stratégie nationale d'éducation et de formation en situation d'urgence, justement, pour permettre que toutes ces actions rentrent à l'intérieur d'un cadre bien précis. Et ça, c'est aussi l'une des actions qui a été menée par le ministère pour que l'on puisse mettre les bases, donner le cadre pour répondre à la situation. Voilà, docteur Desjoseph, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes gynécologue, vous êtes à la tête d'une structure qui est la fêtière de plusieurs autres structures. Vous avez les informations de première main, en tout cas de façon générale. Quand vous recevez ces différentes plaintes, ces différents traumatismes que vous constatez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez comme besoin prioritaire? Qu'est-ce que les victimes attendent directement des autorités ou de tous ceux qui doivent leur venir en aide? Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement? Il faut d'abord bien expliquer les cursus que suivent les femmes quand ils arrivent. La première étape, c'est quand elles subissent un viol. Elles subissent un viol, soit elles viennent vers un centre spécialisé, soit elles arrivent dans un centre le plus proche, soit elle est recueillie par les ONG, nos membres. Et la première phase, c'est l'écoute. Quand on l'écoute, on essaie de savoir qu'est-ce qui est plus urgent. On sait que le médical passe avant. Et quand le médical passe avant, c'est-à-dire on doit se rassurer, on la protège contre des grossesses non désirées, qu'on la protège contre les infections, et on voit si sa vie est menacée directement, si elle a des traumatismes qui nécessitent une chirurgie, et cela passe en priorité. Donc le premier besoin déjà à ce stade, c'est en fait pouvoir avoir les kits PEP et les kits d'intervention rapide. Parce que ça, ce sont des choses que toutes ceux qui sont en première ligne, les organisations, les sociétés sont déjà préparées à faire en sorte que quand une femme est victime de viol, on sait qu'on doit déjà lui donner ces médicaments-là qui préviennent certaines infections, notamment aussi le VIH, et les grossesses non désirées, et ainsi de suite. Alors, donc le premier besoin, c'est l'approvisionnement en kit PEP, et l'approvisionnement aussi en équipement médical pour la première chirurgie d'urgence sur les traumatismes gynéco-périnéales, vaginopérinéales qui arrivent dans ce sens-là. La deuxième chose, ce sont en fait des préparations des équipes d'accompagnement psychosocial. Parce que les traumatismes dont sont victimes ces femmes n'est pas seulement un traumatisme physique, mais c'est aussi un traumatisme mental très profond. Parfois, les gens se disent, une femme qui a été violée, pourquoi on en dit trop, mais il faut être dans la situation, il faut le voir, ou pour les femmes, il faut les vivre pour le savoir. C'est une destruction. Parce que, comme nous le savons, ce que l'humanité a de plus précieux, c'est en fait la femme. C'est en fait la femme. Toute l'humanité, tout ce qu'on a comme, pour les hommes, une fierté, c'est quand on sait qu'il prend bien soin de sa femme, et il élève bien ses filles. Et ça, c'est donc, quand on touche à la femme, c'est en fait, on détruit l'orgueil de l'humanité. Comme vous le savez, est-ce que vous savez que sans homme, la vie peut continuer. Donc, les femmes peuvent continuer à faire des enfants parce qu'on appelle la parthenogénèse, donc sans même l'intervention de l'homme. Mais sans la femme, la vie s'arrête. Alors, donc, c'est quelque chose de si précieux, de si important qu'il faut avoir à l'esprit et qu'on doit protéger. Et c'est là que je disais que quand un homme s'attaque à la femme pour la détruire, pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà de l'imagination. Parce qu'en fait, c'est l'autodestruction en soi. En détruisant la femme, on ne sait même plus garantir sa propre progéniture parce qu'on n'aura pas une femme pour faire les enfants et donc pour se perpétuer sa propre histoire. Et selon l'État dit, quand on a des équipements en kit PEP, quand on a des hôpitaux qui sont approvisionnés, il faut aussi, parce que le traitement doit être holistique, il faut aussi avoir beaucoup de moyens pour la réintégration. Donc l'accompagnement de ces femmes dans les cursus de la réconciliation avec soi-même, parce qu'elle a été détruite. En fait, la réconciliation avec la communauté, parce qu'aussi c'est là une faute que je trouve assez inacceptable. Quand une femme a été victime d'une violence ou d'un viol, la communauté a tendance à l'exclure, donc à la refuser. Alors qu'elle n'a pas demandé ça, elle a été victime et la communauté, je dirais, entre guillemets, n'a pas été en mesure de la protéger contre cette violence. Et donc on doit avoir l'étape là de la réconcilier avec la communauté et de la réinsérer. Et là, on est dans le cadre de même la sociale et même l'éducation pour les jeunes filles, où la femme, on doit créer un environnement qui lui donne assez de garanties, assez d'estime de soi. Et c'est là que les organisations comme Sauti Amam Congoman, ils imaginent des approches comme des approches où on permet à une femme de se réinventer, donc de se reconstruire, de déconstruire d'abord cette image négative qu'on a fait d'elle en la violant, ainsi de lui permettre de reconstruire une image positive, de lui donner un métier, de lui donner une autonomie financière,
Parce que nous sommes dans une société où on sait qu'aujourd'hui, c'est la femme qui prend presque 70% de charge de la famille. Et donc, si cette femme revient avec des possibilités d'autonomie financière, d'autonomie et un certain leadership, ça lui permet de se réinsérer dans la communauté et donc d'avoir l'estime de soi. Et donc, brièvement, c'est le parcours que nous suivons et que nous, avec tous les collègues qui sont sur le terrain, avec toutes les organisations qui sont impliquées dans ça, c'est ce parcours-là qui est fait et avec des niveaux différents, avec des spécialisations différentes selon les organisations. Et nous essayons de faire en sorte que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, j'en profite pour vraiment remercier les initiateurs de cette émission, parce que la crise congolaise, comme nous disons, c'est une crise oubliée. Elle n'est pas diffusée, on n'en parle pas. Et le monde ne sait pas ce qui se passe. Et maintenant que ça commence à se passer à notre télévision nationale, pour moi c'est un signal fort. Que nous avons pris conscience de notre propre crise et que nous devons nous mettre dans les dispositions d'y mettre fin et de nous unir pour que toutes ces atrocités cessent. C'est aussi un autre besoin très important. Donc, le besoin de la sensibilisation sur la crise, de la prise de conscience, de la communication, pour que les gens disent on ne peut pas continuer à se comporter comme si rien ne se passe. Maître Nelly, à votre première prise de parole, vous avez dit que vous avez recensé 10 000 femmes qui ont été violées, mais il y a certainement plusieurs autres qui n'ont pas été recensées. Vos organisations respectives sur le terrain, comment elles procèdent pour aider celles qui ne se sont pas fait enregistrer ou celles qui ne se sont pas fait recenser à prendre conscience de ces drames et comment elles peuvent, elles aussi, amorcer ce processus de réparation? Merci beaucoup. En fait, il faut savoir que nous procédons par des séances de sensibilisation dans les communautés où on essaye de donner des informations, surtout en matière de confidentialité, parce que pour la plupart de ces victimes, elles refusent de parler de leur situation par crainte de représailles oui. Ou alors le regard des autres. Alors on essaie de rassurer que nous allons les aider et nous allons les accompagner dans tout le processus. Docteur De Joseph a déjà épinglé presque tout le processus, comment il se passe. Mais je sais que au-delà de tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous pouvez donner tout ce qu'on a dit, la prise en charge à une femme qui a été victime de violences sexuelles. Mais comme on est en train de parler de mémoire, il faudrait qu'on continue, et ça je le dis en tout cas avec sérieuxité, qu'on continue à sensibiliser les communautés pour qu'elles gardent ces informations. Parce que pour la plupart des fois, nous allons intervenir alors que nous avons déjà perdu, pour la plupart des fois, nous avons perdu presque toutes les preuves. On a perdu toutes les preuves et c'est difficile pour nous de dire est-ce que demain nous allons agir avec de telles victimes qui s'ignorent et qui refusent de parler. Il y a tout un travail qui doit être fait, surtout en matière d'appui psychosocial. Des communautés aujourd'hui qui sont traumatisées, des femmes qui sont traumatisées et qui refusent par moments de parler, qui refusent et qui se disent qu'elles n'ont pas besoin que leur histoire soit connue. Pourquoi? Parce que s'il y a cette question de réparation qui se pose au niveau des communautés, elles se disent bien, je suis d'accord de pouvoir en parler, mais après, qu'est-ce que je vais recevoir? Parce que ce sera plus la honte et ma communauté va être derrière moi pour m'abandonner. Et tout ça, donc nous essayons quand même de rassurer, mais il faudrait qu'il y ait un travail qui soit fait, un travail en tout cas de fond et de forme. Quand je parle de forme, ça veut dire que je vois toutes ces structures qui sont alignées dans le circuit où tout le monde doit agir. Mais dans le fond, il faudrait voir qu'est-ce que nous donnons à ces femmes après. Quelle est l'assurance que nous donnons à ces femmes que cette situation qui est arrivée ne pourra plus revenir? C'est aussi ça. Parce qu'il y a par moments des femmes dans différentes communautés qui ont été victimes de plus de 3 fois des viols. Elle a été victime en 2013. Elle a été victime, je ne sais pas, en 2006, 2008, là. Et elle se retrouve encore être victime aujourd'hui. Ça, c'est une situation chaotique et catastrophique, surtout pour les victimes, les survivants de violences. Mais il y a aussi la situation des jeunes filles. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui se disent, bon, est-ce qu'on peut quand même accepter d'aller dans des ménages juste parce que nous n'avons rien à faire. L'école, comme on l'a dit, c'est vrai, l'école est là.
Mais c'est quelle école? On sait que pour la plupart des fois, surtout dans les milieux où il y a les villes sont prises par les rebelles, elles ont peur d'aller à l'école. Qui va partir à l'école alors qu'elle sait que sur les chemins de l'école, elle peut être attrapée par je ne sais pas qui et être violentée ou être violée? C'est tout ça qu'elles se disent, bon, je préfère rester à la maison parce que je pense... Et tout ça, nous sommes en train de perdre, surtout les histoires qui peuvent documenter le mémoire. Nous devons documenter sérieusement le mémoire. Ça, c'est le travail de la société civile, nous le faisons, mais aussi avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, pourquoi? Parce que nous avons comme l'impression que ce travail-là, ce n'est pas un travail qui est aujourd'hui très bien considéré. Même au niveau des différentes communautés, il y a des communautés qui se disent, est-ce qu'il faudrait vraiment donner des informations? Pourquoi? Parce que moi, quand je viens, je suis un agent moniteur, je viens avoir les informations. À la fin, dans une communauté où les gens ne mangent presque pas, vous voyez, il y a toutes ces difficultés. Les gens ont beaucoup de difficultés pour avoir à manger. Mais la personne te dit, mais ici déjà, les gens je ne sais pas, je ne vais pas citer les noms, mais je pense qu'il y a quand même lieu de pouvoir en dire, presque toutes les économies sont parties. Les femmes ne font absolument rien. Et ça fait du mal de voir des mamans qui étaient braves, qui montaient même dans les camions pour aller chercher à manger, mais qui se retrouvent aujourd'hui en train d'appeler Kinshasa, Maman Nelly, est-ce que vous avez $5 pour moi? C'est des choses que nous avions déjà résolues auparavant. Mais aujourd'hui, elles se retrouvent avec des jeunes filles elles ne peuvent pas donner même la crème pour leurs enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur les terrains et sur lesquelles, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup cette émission. Je me dis, ça, c'est une prise de conscience, mais elle doit être collective. Elle ne va pas seulement se résumer ici à Kinshasa. On doit fournir un effort pour que dans toutes les communautés, que l'on sache que nous devons commencer la documentation, nous devons continuer avec la documentation plutôt, et avoir des informations. Et comment il faut les faire? Il faudrait s'assurer que ceux qui le font sont aussi sécurisés, mais aussi qui gardent des informations, en tout cas dans des lieux qui sont sûrs. Quel est l'outil qu'on nous a donné pour documenter? Ça aussi, c'est un autre cas. C'est là que je me dis, je me tourne vers leurs excellences, nous devons mettre en place un outil qui soit plus, qui nous aide à pouvoir avoir toutes ces informations-là pour bien garder ces mémoires. Sinon, on sera à la fin, on ne saura pas vraiment avoir des informations qui soient plus concrètes. Et j'implore, s'il faut, que nous ayons des séances de travail, pas seulement au niveau des chaînes de radio, je ne sais pas, mais au moins qu'on ait même une task force qui parle de tout ça et qui essaye d'avoir des informations collecter des vraies informations avec des gens qui sont sur le terrain dans le CONAFOD. Je suis membre de CONAFOD parce que presque toutes les organisations sont membres aujourd'hui de CONAFOD. Nous avons des moniteurs qui sont sur le terrain mais qui travaillent difficilement. Et dans la clandestinité possible, on sait que les M23, je voudrais aussi dire un point, c'est en rapport avec les violences sexuelles. Aujourd'hui, on peut parler des violences sexuelles, c'est ici à Kinshasa. Mais à Goma, qui va parler des questions des violences sexuelles? Parce que c'est interdit. C'est interdit, on ne peut pas parler des questions de violences sexuelles. Et les gens qui font ce travail, ils le font vraiment dans la clandestinité. Et nous devons savoir comment les protéger, je l'ai dit, avec des outils et avec d'autres informations qui soient plus à leur portée. Merci. Madame la ministre d'État en charge des questions humanitaires, vous avez des réunions régulières avec les organisations internationales humanitaires. Il y a certainement des réunions que vous avez avec elles qui sont sur les terrains, qui peuvent aller à Goma, aller partout ailleurs. Les États-Unis ne donnent plus l'argent. Ça veut dire que pour ces humanitaires-là, c'est fini, il n'y a plus d'autres sources de financement. Le gouvernement est seul au front désormais en cette matière d'aide humanitaire. Malheureusement, nous sommes en train d'étendre vers ces cas-là. Je suis en train de confirmer, sauf d'être contredit par je ne sais pas qui, la RDC est le premier donateur de l'aide humanitaire, par exemple, pour les réfugiés du Burundi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, au sein du gouvernement, heureusement, bien avant, depuis l'année passée, sur l'instruction du chef de l'État,
il avait instruit dans sa communication personnelle que tous les ministères sectoriels concernés par des questions sociales, humanitaires, donc là vous voyez la santé, l'éducation, l'emploi, même formation professionnelle, etc., nous devions réfléchir sur le mécanisme alternatif de mobilisation des ressources pour que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge, parmi lesquels l'accent est mis sur la prévention. La prévention des différentes causes humanitaires constitue une des stratégies pour réduire la crise humanitaire. Et ce que nous avons sous la main, nous sommes en train de gérer. Malheureusement, je voudrais souligner quelque chose de très important qui dérange le gouvernement, parce que vous avez dit que nous travaillons avec des partenaires internationaux. C'est vrai, ils sont sur terrain, mais le droit humanitaire international n'est pas respecté par les fameuses autorités des faits qui sont dans des zones occupées actuellement. En son temps, dans le monde entier, on sait que quand vous êtes en face de la Croix-Rouge internationale, vous les protégez parce que la Croix-Rouge va vous protéger. Le Médecins sans frontières, vous les protégez parce que les Médecins sans frontières vont devoir vous aider. Le HCR, l'OIM, etc. Mais ce n'est pas le cas dans les zones occupées. Et même l'aide humanitaire que nous envoyons par plusieurs moyens, cette aide est ravie par le M23 pour servir leurs militaires et pour se servir eux-mêmes. C'est une honte, c'est un scandale. Vous prenez de la farine, de l'huile, des médicaments réservés aux personnes sinistrées, déplacées, dont vous êtes responsable de cette situation. C'est ça un autre problème qui nous dérange. Et l'accès même pour monitorer cela, nous faisons un effort, justement, comme Madame l'a souligné, que les moniteurs sont en train de travailler en clandestinité. Nous sommes en train de documenter. Le ministère des Droits humains documente, le ministère de la Justice aussi. Donc, il y a ces cadres-là qui est mis en place. Il y a des outils, il y a des serveurs qui sont gardés, parce que lorsque nous allons prendre l'étape de la justice, nous avons besoin des éléments de preuve. Nous avons des éléments audiovisuels. Nous avons des éléments palpables, des enquêtes, des rapports d'enquête. C'est pourquoi vous avez vu, le gouvernement, entre autres, avait fait un effort diplomatique pour obtenir la convocation de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme en 2025 et la désignation d'un expert international sur des questions de violations des droits de l'homme survenues dans cette partie du territoire de la RDC, notamment le nord et le sud Kivu. Et nous avons aussi des démarches maintenant pour épingler aussi l'Ituri, et que nous ne devons pas oublier qu'il n'y a pas que la partie de Goma. Nous avons Beni, nous avons Lubero. Aujourd'hui, des coins comme Ocha, Irengeti, Mbao sont devenus les triangles de la mort, jusqu'à Komanda, et avec tendance de venir vers Mambasa, vers Bafouassende, dans la Chopo. Vous savez que nous étions récemment victimes des drones kamikazes, d'abord des drones de reconnaissance dans notre aéroport de Bangoka, et ensuite des drones kamikazes. Successivement, nous avons, le FRDC ont pu détruire 18 drones, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans les démarches de chercher, si nous les coinçons vers Uvira et Luvungi et Sud Kivu là-bas, et ils veulent passer par la Chopo. Ils ne jurent que par la Chopo. Et donc, le gouvernement est en train de faire des efforts dans tous les sens pour que nous puissions recouvrer la paix et la paix durable. Nous sommes ici dans l'approche de la durabilité, mais nous insistons aussi à l'international. Je suis obligé, parce que je travaille avec les internationaux,
j'ai même demandé parfois à ses partenaires de mettre l'accent sur la violation du droit humanitaire international. Parce que si nous ne mettons pas l'accent sur ça, ça sera très difficile. L'aéroport de Goma a été fermé depuis plusieurs années. Et on impose aux humanitaires internationaux des documents. Ils ont les visas pour toute l'étendue du territoire. On leur impose les visas. On leur impose d'ouvrir les cargaisons de l'humanité, des produits humanitaires qu'ils ont, même à leur déposer pour qu'eux aillent donner aux populations. Est-ce que les militaires incontrôlés tels qu'ils sont habilités à aller donner de l'aide humanitaire aux populations? L'élément confiance ne pourrait pas exister. Donc tout ça, on est traumatisé, les humanitaires sont traumatisés. Parfois, ils se demandent, est-ce que le fait pour nous de rester dans cette partie d'occupation des faits constitue avaliser cette situation, ou le fait pour nous de quitter, ça serait abandonner la population? Donc on met même les humanitaires dans une situation de dilemme total. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important qui ne peut pas être résolu seulement au niveau du gouvernement congolais, c'est au niveau de la région, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme droit humanitaire international. Même les droits de guerre n'est pas respecté, où vous allez bombarder les camps de réfugiés. Vous allez couper l'eau, l'électricité. Vous bombardez l'hôpital. Vous bombardez la prison. Vous vous rendez compte? Et vous bloquez les frontières pour que l'aide humanitaire ne passe pas. Nous chuter. Nous gardons tout ça en mémoire. Oui, nous gardons tout ça en mémoire. Mais, Madame la ministre, nous allons terminer, mais avec vous, le président de la République, dans une de ses interventions, surtout devant les jeunes, il a dit que dès que les zones seront libérées, les zones sous emprise rwandaise seront libérées, il va y avoir un plan d'urgence, ça c'est une certitude. Mais dans le domaine de l'éducation, on a parlé tout à l'heure des enfants traumatisés, qui reviennent dans une situation psychologique difficile. Est-ce que les enseignants seront formés pour prendre en charge ce type d'enfants? Est-ce que dans le programme d'enseignement national, il va y avoir des ajouts sur cette question de mémoire? Il faudrait que les enfants d'aujourd'hui et de demain sachent ce qui s'est passé pour se comporter plus ou moins différemment dans l'avenir. Tout à fait. Je vous ai parlé de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en situation d'urgence. Et dans le cadre de cette stratégie, il y a un des principes directeurs qui est le triple nexus, donc qui est humanitaire, développement et paix. Au niveau de l'éducation nationale, la partie humanitaire, c'est vraiment stabiliser ou agir tout de suite. C'est ça la partie humanitaire. C'est-à-dire que chez nous, c'est justement la mise en place de ces espaces temporaires d'apprentissage, c'est le soutien psychosocial avec les structures compétentes, et c'est cette continuité minimale dont la ministre d'État a rappelé avec le HCR, etc. Donc, on essaie de stabiliser la situation, faire que ce ne soit pas pire. Ça, c'est quand on fait pour la première action, l'action humanitaire. Puis au niveau du développement, c'est là qu'on aura justement de travailler sur la réhabilitation. Donc, il va falloir reconstruire ces écoles. Il ne faut pas oublier qu'il y a des écoles qui ont été bombardées, où il y a peut-être des engins non explosés. Donc il y a tout un assainissement qu'il va falloir faire dans ces écoles. On ne peut pas autoriser que nos enfants aillent dans ces écoles s'il n'y a pas eu, avec les services spécialisés, une étude pour les rendre propres. Ça, ce qui va être fait. Il y a tout l'accompagnement et le soutien au niveau des enseignants, parce que les enseignants eux-mêmes ont été traumatisés. Donc, il y a le suivi au niveau de l'enseignant, puis on doit former l'enseignant à accompagner ces enfants traumatisés. Et donc ça va être l'étape qui suit. On va évidemment adapter les curricula. D'abord pour intégrer tout l'aspect de mémoire. Donc déjà, modifier les curricula a été vraiment une instruction ferme à la fois du chef de l'État et de la Première ministre. Vous savez que l'on doit intégrer tout ce qui est le génocoste, qu'on doit intégrer autant l'histoire récente. Et donc, les programmes de sciences et de mathématiques, comme vous savez, avaient déjà été rénovés. Notre priorité, c'est maintenant tout ce qui est histoire, qui doit intégrer ces aspects. Donc, les curricula doivent être adaptés, mais aussi être adaptés en se disant, les situations d'urgence
vont malheureusement devenir la normale. Pas la guerre. On sait que la guerre, nous voulons l'arrêter, même si on a toujours des conflits. Mais il y a des problèmes de changement climatique, etc. Et donc, nos populations, sur l'ensemble de notre territoire, sont souvent mises dans ce type de situation. Et donc, il y a une adaptation des curricula pour qu'on puisse systématiquement s'adapter, avoir un système éducatif plus résilient. Et puis, je vous l'ai dit, il y a cette mise en place de l'enseignement à distance qui est vraiment important. Notamment, vous parliez de ces jeunes femmes, de ces filles qui ne peuvent plus aller à l'école. C'est là l'importance de la radio, des médias, etc., pour que l'enseignement puisse continuer si elles ne peuvent plus aller à l'école. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans un modèle, urgence ou pas, on ne peut plus être dans un modèle où c'est simplement à l'école que l'on doit aller pour apprendre. Et donc, on doit utiliser l'ensemble des dispositifs à notre disposition pour pouvoir faire continuer et accélérer, rendre plus efficace, augmenter la qualité de notre enseignement. Donc, l'enseignement à distance joue un rôle absolument essentiel et c'est pour ça que le ministère, dans ses premières priorités, a rendu officiel cet enseignement. Et puis, évidemment, le troisième aspect qui est la paix, et la paix, c'est prévenir. C'est justement parler, c'est le devoir de mémoire, de raconter ce qui s'est passé, de régler les problèmes pour qu'ils ne se reproduisent plus. Et c'est là que nous insistons et notre message que l'on veut faire passer, c'est la protection de l'école. Nous devons sanctuariser l'école. Quel que soit le type de conflit que nous avons, quels que soient les partis, on doit se mettre d'accord pour sanctuariser. C'est déjà le cas, et la ministre d'État l'a rappelé avec tout le droit international, etc., qui est ici bafoué. Je veux dire, alors qu'on doit sanctuariser justement l'école, les centres de santé, etc., doivent être des lieux sanctuarisés. On doit prévenir les violences. Et ça, c'est tout un travail que l'on doit faire avec l'ensemble de la communauté. Et moi, je dis toujours, on doit remettre l'école au milieu du village, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté doit participer à l'école. Et l'école, ce n'est pas seulement le lieu où on apprend des connaissances, des compétences techniques, c'est où on apprend le savoir-vivre, c'est là où on fait vivre les cultures, c'est où on les fait évoluer, c'est où on recrée la cohésion sociale. Et donc, l'école doit, dans notre reconstruction de l'école, ça va être un des aspects importants où on prépare la paix, on travaille la paix au sein de l'école. Et c'est là les stratégies qui vont être mises en place. Si vous me permettez, je crois que peut-être vous me demandez de conclure, mais s'il y a un point vraiment que je voudrais dire, c'est que s'attaquer à l'école, pour moi, est un crime contre l'humanité. Vraiment. Et là, je voudrais m'adresser à toutes nos populations congolaises, partout où elles sont. Surtout, ne vous dévalorisez pas. Ne dévalorisez pas vos enfants. Vous savez, on dit toujours que c'est au niveau de l'Afrique que statistiquement, il y a plus de chances que l'on puisse avoir le prochain Einstein. Vous connaissez Einstein qui est ce fameux scientifique. Moi, je pense que c'est même la RDC qui statistiquement a le plus de chances de faire émerger cette future personnalité grâce à notre diversité. L'Est du pays a toujours été un pays avec un énorme dynamisme. Chaque fois que j'organise des concours, etc., les meilleurs sortent du Nord et du Sud Kivu. Il faut continuer à nourrir l'esprit de créativité, la curiosité. Il faut continuer à protéger l'enfant parce que c'est pour toute l'humanité, c'est de nos enfants dans notre pays que peuvent sortir les solutions dont nous avons besoin pour l'humanité. Et donc, mon message à notre population, surtout, ne jamais vous dévaloriser, ne jamais penser que vous êtes moindre, ne jamais penser que l'on est une population comme une autre, pas du tout. De nos enfants, si on arrive à les nourrir et à tirer leur potentiel, va sortir toutes les solutions dont l'humanité, déjà le pays, mais l'humanité a besoin. Donc s'attaquer à l'école à l'Est est un crime contre l'humanité. Nous devons tous veiller à ce que cela s'arrête et qu'on doit vraiment sacraliser l'école. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le prochain Einstein certainement sortira de Luvungi, c'est le vœu de tous. Nous allons terminer, mais je vais donner quand même au docteur 1 minute. Quelles sont vos attentes? Nos attentes aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans la phase de la localisation de l'aide humanitaire, c'est-à-dire les acteurs locaux en première ligne et le gouvernement avec toute la responsabilité. Et nos attentes aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'appuie plus sur les acteurs locaux, donc les ONG nationales congolaises, qui en fait, ni était leur présence aujourd'hui, il n'y aurait pas la possibilité de donner l'aide. Parce que nous sommes dans les zones où les internationaux n'arrivent pas. Donc nous sommes le bras agissant de l'action humanitaire aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin que le gouvernement nous fasse confiance, qu'il nous utilise comme l'outil, parce que nous sommes dans la neutralité, l'indépendance, et nous respectons les principes humanitaires. C'est que toutes les parties prenantes, ils doivent nous voir comme des gens qui apportent
des solutions, qui ne sont pas partis au conflit, mais qui sont partis à la solution. Et là, donc, comme je dis, je félicite d'abord le gouvernement, parce que moi-même, j'ai été au Burundi, j'ai visité les camps de déplacés burundais, j'ai aussi visité les stocks de nourriture que le gouvernement a amené, et c'était vraiment impressionnant. Et pour nous, c'était une fierté comme Congolais de voir comment notre gouvernement prend en charge ses citoyens. Et donc, c'est sur cette base-là que nous aimerions que le gouvernement passe par nous, utilise notre expertise et que nous puissions être vraiment en première ligne dans la réponse humanitaire au pays. Et j'encourage aussi tous les autres, parce que nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle les FOAL, ou les fonds humanitaires pour les acteurs locaux, qui est en fait un concept où nous mobilisons les financements au niveau du pays, à travers les secteurs privés, à travers des donateurs internes, pour qu'on ait un stock critique, aussi bien d'argent que des intrants, qui pourront permettre aussi bien au gouvernement qu'aux ONG nationales d'apporter la première réponse très rapidement, en attendant que les autres arrivent. Madame la ministre d'État, vous allez clôturer, mais est-ce que vous allez travailler avec les humanitaires locaux? Je clôture en même temps. Oui. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ce n'est pas une question où vous allez travailler. Les organisations non gouvernementales, c'est nous qui leur donnons des avis favorables. C'est nous qui signons des arrêtés pour la collaboration avec eux, pour donner un cadre qu'il faut. Donc, nous travaillons avec eux. Bon, parce que je dois clôturer, je vais annoncer aussi que le gouvernement de la République nous a autorisé de lancer la campagne de solidarité nationale. Je m'occupe des affaires sociales, d'action humanitaire, mais aussi de la solidarité nationale. La vraie solidarité, on les reconnaît en cas de problème. Maintenant, parmi les mécanismes que le chef de l'État nous avait demandé de réfléchir comment nous prendre en charge nous-mêmes, prendre en charge nos propres compatriotes, c'est ce lancement-là de la campagne de solidarité nationale. C'est vrai, il existe déjà une caisse de solidarité nationale. L'appui en termes numéraires, nous allons recommencer la campagne. On va donner des contacts, comment ça va passer. C'est géré par les gouvernements. Il y a l'inspecteur général des finances qui passe dessus. Donc, il faut qu'il y ait le capital confiance. Deuxièmement, ça sera maintenant le non-numéraire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme vivre et non-vivre. C'est lui qui en aura d'appui. Nous allons devoir ouvrir des centres sur toute l'étendue du territoire. Naturellement, on va commencer par le siège des institutions. Nous sommes en train de nous employer à préparer les cadres parce qu'il y a même des partenaires, des investisseurs ici qui ont par exemple des vivres-feux, mais le ministère des Affaires sociales n'a pas une chaîne de froid. Il y a des alimentations qui veulent donner des petits, comme des yogourts, tout ça aux enfants, mais on n'a pas cette chaîne de froid de protection. Nous avons besoin des entrepôts et tout. Donc, nous sommes en train de nous y atteler pour cette solidarité. Et grâce à cette solidarité, nous parvenons à asseoir les créneaux actuels du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale qui se trouve être redonner les sourires aux Congolais, réconforter tous les Congolais en vue de leur donner l'espoir d'un lendemain meilleur. Donc, nous sommes appelés à intervenir auprès des déplacés, des réfugiés, des personnes de troisième âge, des orphelins, des sinistrés de toutes sortes, au nom du chef de l'État, à leur redonner les sourires, le réconfort et l'espoir de lendemain meilleur, évidemment, grâce à l'accompagnement de la coordination du gouvernement par son Excellence Madame la Première ministre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Ève Bazaïba, merci Excellence d'être venue. Je vous remercie. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, merci Excellence d'être venue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Dr Joseph Kakisingi. Merci d'être venu. Vous êtes du CONAFOD. Je vais faire un effort pour ne pas écorcher l'organisation très prochainement. Maître Nelly Lumbulumbu, merci d'être venu. Merci beaucoup. Nous avons donc fini ce panel qui a porté sur les conséquences humanitaires, justice et éducation pour les victimes. C'est notre devoir. La mémoire, nous devons la conserver pour que pareille attitude ne se reproduise pas dans l'avenir. La République démocratique du Congo, nous devons la garder safe ou saine pour éviter que très prochainement nous retombions dans les mêmes travers. Merci de la confiance que vous nous avez accordée et bonne suite de programme sur la RTNC.